Venons-en maintenant à notre dernière partie du programme, disons académique de cette journée, donc une table ronde, une panel discussion où nous allons explorer donc un sujet essentiel. Comment accélérer l'égalité femmes-hommes en entreprise et surtout quel rôle le leadership peut, mais aussi doit jouer dans cette transformation. Souhaitez avec moi la bienvenue ici on stage à Marie-Christine Maes, Stéphanie Joquet, Paul Weidert, Barbara Chevalier, Nathalie Bausch. Merci beaucoup. À votre convenance. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté donc, notre invitation pour discuter de la question accélérer l'égalité femmes-hommes en entreprise, le rôle du leadership. Pourquoi cette question, pourquoi cette égalité est toujours importante? Pourquoi la mixité, elle est essentielle? Qu'est-ce qu'elle apporte aux entreprises et aussi encore comment y arriver? Donc, je vais donc discuter de ces questions et bien d'autres avec Marie-Christine Maes, donc Coordinator Think Tank Business and Gender Balance Workshops et Head of Forvis Mazars Center for Diversity and Inclusion. Également nommée au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en France en tant qu'experte qualifiée. Barbara Chevalier, directrice des activités FRED chez CAVEL et à ce titre, elle siège également au conseil d'administration de plusieurs filiales. Paul Weidert, administrateur chez Schröder Associés. Stéphanie Joquet, CEO et owner de Concorde, Restaurant Plateau, Restaurant Gang, entre autres. Et Nathalie Bausch, donc CEO de DVS Investment SA et CEO de Deutsche Bank Luxembourg. Malgré les avancées donc significatives qu'on a eues les dernières années, il y a quand même cette égalité réelle qui reste encore un objectif à atteindre. Et les dirigeants, je l'ai dit, ont un rôle déterminant à jouer. Et c'est précisément donc de ça que nous allons parler. Et we are running a little bit out of time. Mais commençons donc quand même tous en douceur avec le sujet de la vision et de l'engagement du leadership et de la question comment vous définissez votre rôle en tant que leader dans cette accélération. Et je propose la première question à Stéphanie. Quelles sont vos convictions personnelles qui guident votre engagement dans cette égalité professionnelle? Je pense que ça fait partie de l'éducation et des valeurs qu'on reçoit. Donc moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'équité. Ça doit être au cœur du monde du travail. Donc évolution, récompense, avantage, ça ne doit pas être lié au genre, mais ça doit être lié à la performance, à l'engagement pour l'entreprise. Je pense que la grille des salaires chez nous, je pense aussi qu'en étant femme chef d'entreprise, on ne se pose même pas la question de faire deux grilles de salaire, une pour les hommes, une pour les femmes. Je pense qu'il y a moins de questions qui se posent. Et je pense que, j'ai oublié mon fil, la mixité, ça enrichit les prises de décision. Et je pense que l'égalité homme-femme, pour parler de termes qui sont à la mode en ce moment, c'est un levier de performance. Donc voilà, c'est intéressant. Ok. Peut-être que Paul souhaite réagir donc, à ce qui vient d'être partagé et donc rajouter ce qui a déclenché chez vous donc, votre engagement personnel pour cette égalité. Ce qui a déclenché mon engagement, en fait, là, la première réponse sera décevante. Il n'y avait pas de facteur de déclenchement en tant que tel. Mais bien sûr, quand tu m'as invité donc, à cette soirée, j'ai commencé à réfléchir et je m'attendais à cette question. Et si on réfléchit un peu plus loin, effectivement, justement, le message que j'aimerais passer, il est bien positif parce qu'il n'y avait pas ce grand clic qui a initié mon engagement. Je pensais juste les petits gestes au quotidien, au fait, qui nous emmènent plus loin. Et si j'ai suivi les discours et les ateliers, les workshops de cet après-midi,
ça se confirme aussi dans le keynote speech. C'est les petits gestes quotidiens justement qui nous amènent plus loin. Il ne faut pas attendre le grand déclic. Et je vois un peu donc mon engagement comme, comment dire, si on prend le matin le petit déjeuner avec ses enfants, on les enseigne les choses qui sont bien et les choses qui ne sont pas bien. Il ne faut pas se déguiser alors quand on va aux journées de travail, il faut justement semer le même esprit. Et je pense que c'est justement la façon de semer ce même esprit qui nous amène ensemble dans la société plus loin, qui effectivement peut prouver des résultats et sans avoir le grand déclic qui est initial. Et peut-être, parce que la question, donc aussi, comme je m'attendais à cette question, ce que j'ai posé, donc effectivement, si maintenant tu aurais pris au début de ton carrière une autre orientation, parce qu'alors l'engagement aurait été pareil. Ça, je trouve toujours, beaucoup certainement se posent cette question. Donc, pour vous révéler un petit secret, en fait, quand je faisais mes études à l'université, j'étais toujours intéressé au ferroviaire et je voulais toujours aller travailler chez les CAVL. Bon. Mais au début des années 2000, il y avait effectivement un moratoire. Les CAVL n'embauchaient pas d'ingénieurs. Je répète la phrase, les CAVL n'embauchaient pas d'ingénieurs. Donc, c'est donc le bureau d'études qui m'a bien accueilli. Mais effectivement, la question se pose maintenant, si j'aurais pris l'autre bifurcation, est-ce que j'aurais eu le même engagement ? Je pense que oui, mais je pense que peut-être que l'impact aurait été différent. Et ça, c'est, je pense, un message encourageant parce que dans la structure dans laquelle on se trouve, donc on est une petite structure, on n'a pas une grande hiérarchie, l'impact, on se sent plus rapidement, mais l'engagement, c'est le même. Donc effectivement, s'il y a une autre structure, un autre vécu, une autre tâche aussi donc, derrière, je pense qu'avec le même engagement, il faut beaucoup plus investir pour arriver au même impact. Et donc ça, c'est effectivement un incentive que j'ai donné. Chaque petit geste de quotidien est le bienvenu. Là, il ne faut pas se décourager, même si effectivement des impacts sont des fois plus tôt et des fois plus tard tangibles. OK. Nathalie, on a entendu là maintenant déjà éducation à 2 reprises, impact. Mais selon vous, l'égalité femmes-hommes, c'est encore un défi en 2026 ? Absolument. Je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Donc, le sujet et l'impact de la diversité est bien reconnu ces jours. Par contre, pour moi, une des raisons principales pourquoi il y a toujours un défi, c'est souvent les exigences des postes leadership en termes de longue journée, la flexibilité, la pression importante qui joue un rôle, mais aussi la différence en manière de se positionner. Souvent, pas toujours, mais en général, les hommes lèvent plus vite la main quand il y a un poste qui se libère, tandis que les femmes, ils doutent plus. Ça, je vois tous les jours. Et c'est un schéma culturel et les doutes personnels persistent. Ça commence très, très tôt parce qu'il y a une étude que je trouve personnellement très intéressante. Il y a une étude en psychologie, peut-être quelqu'un d'entre vous la connaisse, qui montre qu'il y a 2 groupes et on montre un bébé de 3 mois aux 2 groupes. C'est le même bébé. À l'un, on dit que c'est un garçon, à l'autre, on dit que c'est une fille. Le bébé se comporte exactement de la même manière, mais les réactions sont tout à fait différentes. Lorsqu'on pense que c'est un garçon, le groupe, il parle de force, de l'énergie. Lorsqu'on pense que c'est une fille, on parle de douceur et de la beauté. C'est exactement le même bébé. Cela montre à quel point nos perceptions sont influencés par les attentes sociales dès le départ. C'est pour cela que les dirigeants doivent être attentifs à ces stéréotypes parfois très subtils. Ok, là on a entendu Nathalie. Dans la continuité, Barbara, quelle résistance rencontrez-vous encore aujourd'hui ? Alors j'aimerais beaucoup dire qu'on ne rencontre pas de résistance. Parce qu'en fait, on n'a pas de raison de rencontrer des résistances. On l'a vu tout au long des panels, la loi est avec nous.
Dans les entreprises, globalement, les gouvernances d'entreprise sont aussi plutôt favorables à l'égalité homme-femme. Et en fait, je pense que les résistances, elles sont pas forcément... Enfin, elles sont principalement pas dans le monde de l'entreprise, elles sont dans la société en tant que telle. Et c'est un long chemin. C'est un changement de culture, c'est un changement de valeurs. Et ce que peut faire le monde de l'entreprise, c'est décider de corriger certaines de ces inégalités. On ne peut pas tout faire, mais en tout cas, on peut décider activement de corriger certaines de ces inégalités. Alors la liste, elle est longue des résistances, hein, je ne vais pas la dire ici. C'est bon, on parle des stéréotypes de genre, on parle des biais conscients et inconscients, d'ailleurs. Et j'en ai même entendu quand même aujourd'hui des stéréotypes de genre dans les discussions. Donc voilà, et après tout, ce n'est pas un drame. Le principal, c'est qu'on avance. Et pour avancer, il faut rendre visible, il faut pouvoir exprimer, il faut se sentir libre d'exprimer les choses. Et puis après, voilà, il faut, en tant que dirigeant, il faut permettre l'action, permettre la parole et permettre l'action. Voilà. Il y a quand même un point qui me fait un peu plus souci quand on parle de résistance, c'est je trouve qu'il y a des résistances qui reviennent. Et je trouve que les discussions sur la thématique du genre en entreprise génèrent aujourd'hui des résistances. Alors je ne dis pas par là qu'il faut arrêter d'en parler. Ce ne serait pas la bonne audience. On est justement là pour ça. Hein. mais par contre, je pense qu'il faut quand même qu'on prenne ça en considération et qu'on pense comment est-ce qu'on continue. Et en tant que dirigeante, une réflexion que je me fais, parce que c'est aussi ce en quoi je crois, c'est que il faut mettre en avant, et vous l'avez cité, la diversité, la richesse de la diversité. Aujourd'hui, les entreprises, elles doivent vite réagir, elles sont dans un environnement très complexe, et il n'y a rien de plus riche que de la diversité pour pouvoir bien travailler. La diversité de genre, bien entendu, mais de la diversité d'âge, de la diversité de culture, de la diversité de compétences. Et j'engloberais vraiment, moi, la diversité dans cette globalité pour pouvoir avancer. Voilà. Et bon, on aura l'occasion peut-être de continuer à parler de ça dans la suite des questions. Okay. Avançons donc, et donc merci pour ce premier éclairage. Donc là, on a parlé de valeurs, on a parlé de rendre visible, etc. Donc parlons maintenant un peu recrutement, promotion et aussi rétention. Et donc la question aussi, on en a parlé un peu déjà. Donc comment garantir que les processus de recrutement et de promotion soient réellement équitables? Et je crois que Nathalie, vous pouvez partager une expérience professionnelle en lien avec cette évolution professionnelle. Oui, et c'est une situation qui était clé dans ma carrière et très personnelle. Donc, je ne l'ai pas encore raconté souvent, ou presque jamais en public d'ailleurs. On est entre nous ici. Je vois. On est entre amis. Je travaille depuis presque 20 ans au sein du groupe Deutsche Bank. Et il y a à peu près 15 ans, que mon prédécesseur il m'a proposé de devenir son successeur. Et c'est là, en tant que première femme, dans plus que 50 ans d'histoire de la Deutsche Bank au Luxembourg. Sans réflexion, j'ai dit non tout de suite, parce que je ne voulais pas. Il m'a redemandé la même question le jour après, j'ai de nouveau dit non. Après une semaine, il m'a demandé pourquoi. Et j'ai dû avouer que je craignais la réaction de certains collègues masculins, très seniors et beaucoup plus âgés que moi à ce moment. Donc, je lui dis que pour moi, l'essentiel pour avoir du succès, c'est d'avoir une équipe derrière moi qui me soutient aussi. Donc, j'avais vraiment peur qu'ils ne vont pas accepter. Et il m'a demandé, non, il m'a forcé d'aller voir ses collègues et de poser la question. Donc, j'ai dû me rendre dans le bureau de mes collègues, que je respectais énormément, et je leur ai posé la question. Et j'étais vraiment émue et touchée et très surprise du soutien inattendu qu'ils m'ont donné. J'aurais refusé le poste parce que
je croyais qu'ils ne vont pas me soutenir, mais j'ai eu tout le soutien qu'il me fallait. Donc, j'ai compris que parfois les autres comptent ou croient en nous plus que nous croyons en nous-mêmes. Donc, c'était vraiment une situation clé pour moi, je pense souvent. Je suis très reconnaissant aussi de mon prédécesseur qui a insisté, parce que souvent, je vois les hommes, ils acceptent un nom, ils prennent un autre nom pour ce poste. Donc, je suis vraiment très reconnaissant qui m'a demandé pourquoi. Et maintenant, je suis toujours la seule femme dans le conseil de la direction de la Deutsche Bank au Luxembourg, et je suis la seule femme qui n'était jamais CEO de DWS à Luxembourg. Donc, malheureusement, on doit changer, on a encore des chemins à faire, mais je peux juste donner un conseil aux hommes dans la salle ici. Il ne faut jamais accepter un non, il faut toujours demander pourquoi. Alors Stéphanie, je crois que vous avez aussi des stratégies en interne chez vous pour inciter les femmes à prendre des responsabilités dans vos différentes entités ou entreprises. Mais de nouveau, je pense qu'en étant femme chef d'entreprise, c'est pas prendre des initiatives, ça me paraît tellement évident et tellement normal de faire ça. Bon, déjà, je suis moi-même une femme et je dois dire qu'à tous les postes de responsabilité dans l'entreprise, c'est plus que majoritairement des femmes chez moi, mais c'est de nouveau, c'est parce qu'elles en ont les compétences et pas parce qu'elles sont des femmes. Et dans mon entreprise, les hommes, ils sont en cuisine. Voilà. Donc, quand vous m'avez demandé de participer, j'avais du mal à mettre en avant les éventuels problèmes qu'on peut rencontrer parce que moi, personnellement, je n'en vois pas et je n'en fais pas des problèmes avec ça. Je brasse 30 nationalités dans mes équipes. On a l'équité homme-femme, mais c'est un jour on m'a posé la question, et puis je suis allée voir le nombre d'hommes, le nombre de femmes, je me dis, je crois que sur presque 400 employés, à 5 près, c'était moitié-moitié. Mais donc c'est bien la preuve qu'on a les mêmes compétences que les hommes, puisque sans chercher à choisir en fonction du genre, on arrive à l'équité. Donc autant en cuisine, dans les magasins, qu'à des postes à responsabilité. Donc je regarde mes notes pour rien oublier, parce que c'est tellement intéressant. Je pense que ce qu'il faut juste donner aux femmes, c'est un peu de confiance en elles. Et nous, ça passe par des formations, pas des formations pour assumer d'être femme, mais pour donner confiance et dire que la mission qu'on va vous confier, vous avez votre place là, tout autant que les hommes. Voilà. Merci. Marie-Christine, pour résumer un peu ce que vous venez d'entendre ici aussi, donc, d'après vous, quelles sont les actions les plus efficaces pour augmenter encore la présence de femmes dans des postes stratégiques ? Alors, on a entendu, l'une des solutions, c'est évidemment l'engagement du dirigeant ou de la dirigeante. J'aime bien citer un monsieur qui s'appelle Patrice Kane, qui est le PDG du groupe Thales en France. Il se trouve que j'ai travaillé avec lui, avec son COMEX, il n'y a pas longtemps. Et il me disait, moi, la question de la mixité, alors c'est quelqu'un de très engagé sur cette question, c'est mon sujet stratégique. Il a décidé d'en faire un de ses sujets stratégiques. Il a 5 sujets stratégiques, disons, en tant que PDG. La mixité, c'en est un. Il dit, c'est mon sujet stratégique le plus complexe à résoudre et de très loin, parce que c'est le sujet stratégique qui a la dimension personnelle la plus grande, voire névrotique. Il y a beaucoup d'irrationnel quand on commence à travailler sur la mixité. On parle de mixité égale performance. Oui, enfin moi j'en suis convaincue évidemment, mais ce n'est pas un argument qui convainc tout le temps, même si on a les chiffres devant soi. Donc en tout cas, l'engagement du dirigeant, première chose, au-delà des difficultés dont je viens de parler, parce que lorsque la mixité devient une priorité managériale, au même titre que la performance, les risques, la conformité, eh bien, c'est là que les arbitrages commencent à changer.
Et cet engagement, eh bien, il doit être public. Alors, ça ne veut pas dire de parler à la télé, à la radio tout le temps, mais en tout cas régulièrement, et ça doit être vraiment visible. Donc, quel est le cap, quelles sont les attentes, avoir une tolérance zéro face à certains comportements, face aux écarts. Et cet engagement, donc, il doit être régulier dans les nominations, dans les promotions, dans les décisions. L'engagement d'un dirigeant, d'une dirigeante, c'est concret, c'est connaître, par exemple, on en parlait tout à l'heure, connaître son top 20, disons, ses top 20 talents féminins, les suivre de près et suivre aussi l'évolution de ces talents-là, de sorte qu'elles ne se perdent pas. C'est la première chose. Deuxième chose, mais je crois qu'on en reparlera, c'est la culture inclusive, faire en sorte qu'il y ait une culture de l'inclusion qui infuse dans l'organisation. Et que l'inclusion devienne un standard collectif, mais je crois qu'on va creuser un petit peu là-dessus. Troisièmement, c'est évidemment, on en parlait déjà, mais avoir un tableau de bord des KPI qui sont réellement discriminants. Donc pas juste la proportion des femmes aux différents niveaux, mais c'est suivre les flux, suivre les décisions de shortlist, de promotion, d'accès au PNL, on en a déjà parlé, la mobilité internationale, les affectations visibles, et mesurer la vitesse aussi de ces mouvements et comparer les hommes et les femmes, et puis la rétention aussi, les départs, quelles sont les raisons des départs, comparer les raisons des départs des hommes versus les femmes. Troisièmement. Quatrièmement, eh bien, les processus pour neutraliser les biais. Donc reconcevoir les processus plutôt que muscler les individus. On en a parlé tout à l'heure. It's not about fixing women, mais c'est vraiment about fixing processes. Donc inverser la charge de la responsabilité, je l'ai dit, mais c'est vraiment important dans tous les moments où les biais se logent, les évaluations, les réunions, les comités de promotion, les revues de talent et la sélection des successeurs. Cinquième point, ben, c'est les objectifs. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on en a parlé. Objectif, on peut éviter d'appeler ça quota, appelons ça target, objectif, mais en tout cas qu'il soit ambitieux, clair, daté, opposable, parce que ce qui n'est pas exigé finit relégué. Quand on n'est pas obligé, eh bien évidemment, on passe à côté. Et l'incitation financière, elle n'est pas punitive. L'incitation financière, elle aligne simplement la mixité sur ce que l'entreprise sait déjà faire, c'est-à-dire quand c'est stratégique. Et enfin, eh bien, le sixième point, je dirais, c'est une communication qui soit régulière, en interne, en externe quand on est prêt. C'est pas quand on est au début du chemin, on peut simplement communiquer en interne. Mais il est important que les collaborateurs et collaboratrices entendent cette petite musique qui dit que la mixité, c'est important. Donc quelque chose dans l'air, que l'on nous répète régulièrement, que l'on lit régulièrement sur le site internet, de sorte que, et c'est encore mieux évidemment si c'est dit par le dirigeant ou la dirigeante, de sorte que ça infuse et que l'on sait que c'est important. Ok, merci. Reparlons encore juste un instant du recrutement, Barbara, pour ensuite enchaîner donc, tout de suite sur la conciliation. Donc, quelles sont d'un côté les actions à attirer des talents féminins et là après du coup aussi pour les retenir? Alors peut-être une petite précision, les activités que je chapeaute sont des activités extrêmement opérationnelles et globalement on atteint aujourd'hui à peine les 10% de présence féminine dans les effectifs. Et c'est pas un manque de vouloir attirer des femmes, mais l'attractivité de nos métiers, c'est un vrai sujet. Alors, pour moi, pour essayer de faire court, il y a peut-être deux considérations. Il y a une considération sur laquelle on a déjà pas mal avancé, c'est-à-dire proposer des conditions de travail qui soient adaptées aux femmes. C'est de plus en plus le cas, mais on a parlé des sanitaires, des vestiaires, je pense aux conductrices de locomotives qui doivent faire un poste complet dans une locomotive où il n'y a pas de toilette. Voilà. Donc ça, c'est des vrais sujets sur lesquels il faut qu'on avance. Et puis ensuite, je crois énormément dans la force de l'exemple. On a besoin de montrer nos métiers, de les expliquer.
Et on a besoin de montrer la présence des femmes, de montrer que c'est possible. En tout cas, moi, on en est là, nous, parce que voilà, il faut qu'on puisse montrer, expliquer aux femmes que si elles veulent faire des métiers opérationnels, c'est possible. Elles peuvent le faire. Elles sont les bienvenues et il y a les conditions pour le faire. Et donc ça passe par des campagnes de communication en interne, mais également en externe. Et ça passe aussi, je pense, très tôt par de la sensibilisation dans les écoles, dans les universités, pour essayer d'attirer le personnel. On a moins le problème sur des postes administratifs. Sur la partie rétention, maintenant, alors il y a plein de points de rupture dans une carrière professionnelle. Certains sont communs aux hommes et aux femmes. Peut-être le principal point de rupture qu'on vit, nous, pour une femme, c'est celui du choix de la maternité. Et il faut dire les choses. On perd souvent. Alors on peut perdre des femmes parce qu'elles évoluent pas suffisamment, mais ça, on l'a aussi chez les hommes, enfin pour plein de raisons. Mais il y a un sujet qui n'est pas partagé par les deux, qui pourrait l'être, mais qui n'est pas aujourd'hui. C'est ce moment-là en particulier. Et là, il faut que l'entreprise travaille sur écouter déjà, partager les problèmes, les questions. Si c'est souhaité, proposer du temps partiel, mais si c'est souhaité, parce que ce n'est pas forcément la solution, c'est proposer aussi des postes, une évolution dans l'entreprise. Je reviens à nos opérationnels. Le travail en 3-8, quand vous travaillez en alternance matin, après-midi, nuit, et que vous ne rentrez pas à la maison le soir, il faut le dire clairement, c'est compliqué quand on est une mère de famille avec des enfants en bas âge. Et il faut pouvoir le dire. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Donc il faut qu'on crée des passerelles pour que les femmes restent dans l'entreprise, peut-être un temps sur d'autres fonctions pour revenir. Voilà, donc cette mobilité-là, on doit l'améliorer. Et puis, alors mon dernier point, on parle d'égalité homme-femme. Je sais qu'il faut être court, j'ai du mal. Il faut donner les mêmes droits aux hommes qu'aux femmes sur ces sujets-là également. Et ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Moi, je pense que les hommes ont droit au temps partiel. Les hommes ont droit au congé parental. Également, les hommes en responsabilité. Et ça, c'est des sujets, honnêtement, qui sont pas bien traités dans les entreprises. Donc voilà, c'est ces choses-là qui font qu'on avance concrètement dans l'attractivité et la rétention des femmes dans l'entreprise. Oui, et là, on est déjà plein dans cette conciliation vie professionnelle, vie privée. Et donc, creusons maintenant encore un peu plus, parce que je crois que c'est un sujet très important, charge mentale, congé parental, conditions de travail, etc. Donc, les entreprises ont un rôle à jouer. Et donc, Paul, pour vous, quel est le rôle que le management doit jouer pour améliorer cette conciliation? Et je crois que vous avez de bons exemples chez vous aussi en entreprise qui peuvent donc peut-être animer l'une ou l'autre entreprise ici aussi à réfléchir à ça. Oui, j'aime bien les citer. Effectivement, je pense que c'est une des questions clés dans le discours qui nous fasse avancer. Je pourrais citer, je pense, beaucoup d'exemples, mais j'essaie d'être court comme Barbara, vu que le temps avance. Non. Mais je pense que quand on parle de ce sujet, je trouve important, on se perd souvent là dans les discussions, conciliation, vie privée, vie professionnelle. Donc conciliation, ça veut dire recherche d'un équilibre. Et je pense un message au début, c'est important, comment on obtient un équilibre. Donc, quand j'ai pris dans le lycée, c'est que c'est un équilibre. Un équilibre, en fait, je ne sais plus la définition exacte, mais c'est un état de stabilité, de force, où l'une force compense l'autre. Donc, on a une force d'un côté et une autre accélération de l'autre côté. Comme ça, le résultat sera 0. Et effectivement, comment résoudre alors une équation d'équilibre? Il y a deux cas de figure. Soit on a des très grandes forces, alors il faut de très grandes autres forces pour les composer. Soit on essaie dès le début à partir de petites forces, comme ça peut-être les efforts pour trouver l'équilibre sont plus petits. Ce que je veux dire par là, en termes d'entreprise,
Je remarque souvent dans les discussions, d'un côté le patronat avec des réglementations très strictes, très sévères, d'un autre côté alors syndicats et salariés pour compenser beaucoup de discussions. Et je pense qu'on pourrait éviter beaucoup si effectivement on a une entente raisonnable ou une bonne discussion justement dès le début. Parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de discussions chez nous. Et je me suis dit, est-ce qu'on fait quelque chose de faux ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas tel moment de discussion peut-être. Mais je pense que justement que les données d'entrée, on essaie toujours à pas commencer avec des demandes exigeantes ni de l'un côté ni de l'autre côté. Comme exemple concret, peut-être il y a cité le sujet, si nous prenons comme exemple donc les temps de travail. Je pense que c'est un élément crucial dans l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et quand je menais les premiers entretiens, bien c'est toujours la discussion qui vient. Et bon, au lieu d'écrire maintenant de grands règlements internes, on s'est donné la parole. Ben écoute, si quelque chose de la vie change, viens chez moi, on fait un avenant comme il le faut. Et ça, maintenant, on pratique chez nous régulièrement. Donc, il y a des phases dans la vie, ça peut concerner les femmes, ça peut aussi concerner les hommes. Il y a différentes phases dans la vie où il y a différentes exigences, il y a différents besoins. Ben alors, ça nous arrive même qu'on change dans un mois, 2 fois un avenant, on passe de, je sais pas, de 100 à 60, de 60 à 70, à 75, voilà. En fait, comme ça arrange l'employé dans sa situation familiale et justement comme il le faut. Je pense que c'est un grand incentive qu'on peut donner. Pas faire de grands blocages, mais justement être flexible et répondant aux besoins des employés. Autre exemple, c'est les plages de travail. Donc aussi, notre règlement interne, il est pas grand. Il se limite à l'aide sociale donc exigée par la loi, donc le strict minimum réglementaire nécessaire, je dirais. Et donc, on part alors, oui, on a les 40 heures par semaine, ou donc en temps partiel, si c'est le cas. Et effectivement, on se donne, donc on est des adultes, on dit, écoute, tu es libre à choisir la plage. Effectivement, tu peux venir peut-être le matin, le soir. Voilà. Bon, il y a des petites contraintes qui s'imposent, comme il faut documenter les pauses. Bien sûr, ça on respecte. Mais sinon, on essaie à donner le maximum de flexibilité. Et je pense que ça, c'est le message important. Donc, il n'y a pas de... Pour trouver l'équilibre, on part sur un terrain d'entente qui peut être vite atteint. Et je pense que je remarque ça quand on reçoit les feedbacks de nos collaboratrices, de nos collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qui est bien apprécié. Partir effectivement sur un tas d'entente qu'on peut vite trouver avec des exemples quand je vais citer. La liste est plus longue, alors on pourrait citer encore bien sûr d'autres, mais je pense pour la conciliation vie privée, vie professionnelle, il faut respecter. Il faut juste respecter les demandes des différents cas de figure dans la vie qui pourraient se présenter. Et alors, je pense que ça aide bien à concilier ce déséquilibre s'il existe. Ok, vous avez parlé d'horaires très flexibles. Stéphanie, j'imagine que dans un domaine comme le vôtre, dans la gastronomie opérationnelle, c'est peut-être pas si facile d'être si flexible. Si, justement, on doit s'adapter. Je pense qu'avant, il y avait un horaire et le salarié devait s'y conformer. Et maintenant, c'est un peu à la carte. Donc, moi, j'ai mis en place pas mal de choses. Travailler 4 jours par semaine. Les parents qui ont la garde d'un enfant une semaine sur 2, il y a un horaire la semaine A et un autre horaire la semaine B. La possibilité de passer à du temps partiel quand on en a besoin, mais de revenir à du temps plein quand c'est le moment aussi. Une salariée qui part en congé de maternité et congé parental et qui parfois n'est pas là pendant plus d'1 an, 1 an et demi, elle va récupérer sa place et son poste quand elle revient. C'est important aussi. Donc voilà, c'est toutes des petites choses au quotidien. Et la flexibilité géographique, bon, moi j'ai la chance d'être sur 20 sites et c'est de mettre les gens plus proches de leur lieu d'habitation, parce que ça c'est aussi important, le confort sur les trajets. Donc voilà, droit à l'essentiel, la plus courte. Marie-Christine, est-ce que vous voyez encore d'autres mesures pour assurer donc cette conciliation-là? On a beaucoup entendu horaire, congé parental. Voyez-vous encore une autre mesure
Alors concrète. peut-être et peut-être aussi une sorte de synthèse, mais ce que l'on voit en fait, si je devais le formuler, c'est qu'on est en train de changer de paradigme. On sort du modèle où la conciliation c'est un problème individuel qui est porté par les femmes. Et tant qu'on demande aux femmes d'optimiser seules l'équation, on fabrique mécaniquement des carrières à deux vitesses, donc un plafond de verre. Donc la conciliation, et c'est ce que je vois, mais de manière plus générale, elle doit devenir un sujet d'organisation du travail en fait, et pas un sujet de bonne volonté seulement. Donc on peut agir comme on le voit dans les exemples sur 3 leviers, le temps que la charge mentale prend, la charge elle-même, et puis les imprévus aussi. Il y a des entreprises maintenant qui mettent en place des solutions de garde d'urgence, donc une flexibilité qui soit pragmatique, des dispositifs de relais quand survient une contrainte familiale. Donc ça, c'est important aussi, au-delà de, mais je ne vais pas le redire, des plages horaires, etc. Et puis, il y a aussi des entreprises qui mettent en place des solutions extrêmement concrètes et assez innovantes de soulagement de la charge. C'est l'organisation des vacances, l'organisation des activités de rentrée, etc. Tout ça, maintenant, ça existe. Voilà, donc des services qui déchargent concrètement et pas seulement dans les discours, et qui permettent de réduire la friction au quotidien. Et quand on parlait de flexibilité, c'est aussi, moi j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce que vous faites, et ce que je comprends aussi, c'est que vous mettez en place de la flexibilité, mais sans pénaliser les trajectoires, parce que souvent ce qu'on a eu comme flexibilité auparavant, donc le télétravail, les horaires aménagés, le temps partiel, c'était au détriment de l'égalité en fait, puisque il y avait une pénalité qui était attachée à ça, de moindre salaire, de pas pouvoir revenir sur son poste, voilà, télétravail c'est moindre visibilité, donc moindre potentiel à atteindre des postes à PNL pour revenir à ça. Donc ce qui est important dans la flexibilité, c'est quand elle ne pénalise pas les trajectoires. Et puis peut-être pour terminer, rebalancer la parentalité, mais on en a déjà un petit peu parlé, c'est rendre les dispositifs complètement mixtes, encourager le recours des hommes au congé paternité. Il y a une partie obligatoire, il y a une partie non obligatoire. Dans certaines entreprises, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Il y a des dirigeants, des leaders qui vont encourager leurs collaborateurs masculins à prendre le congé paternité qui est non obligatoire, et d'autres qui vont un peu tirer la tête en disant c'est pas vraiment le moment. Donc ça, on ne devrait pas avoir en fait ce genre de choix. On doit, en tant que leader, encourager toujours les pères ou futurs pères à prendre leur congé. Donc, je dirais la conciliation efficace, c'est quand l'entreprise retire des obstacles culturels plutôt que de demander aux femmes de devenir des héroïnes de l'organisation personnelle. Okay. Là, on a déjà maintenant parlé aussi un peu culture d'entreprise, parce que cela doit se faire dans les têtes. Justement, si on parle de congé parental pour papa, quelque chose qui était inimaginable il y a encore quelques années. Donc, parlons tout juste un peu de la culture d'entreprise, et je pose la question à Nathalie. Comment impliquez-vous, ou comment devrait-on impliquer donc, plus les hommes encore pour éviter que cette égalité femmes-hommes reste un sujet de femmes? L'égalité, c'est une responsabilité partagée. C'est surtout pas une responsabilité féminine, et surtout pas un projet des ressources humaines. On a déjà entendu ça avant. Au sein de nos conseils de direction, je peux dire, et je suis très contente que les hommes, donc mes collègues chez nous dans le conseil d'administration, sont très engagés. Notre commun objectif n'est pas de soutenir les femmes, mais d'identifier les meilleurs talents, comme on l'a déjà entendu, de les développer, de les retenir dans la société. Indépendamment du genre. Donc, on va soutenir tout le monde et pas seulement les femmes, évidemment. On doit choisir le meilleur talent pour les postes. Et notre rôle est de lever les obstacles et de garantir des chances équitables. Donc, ça veut dire, si on a une dame qui pourrait prendre le poste, il faut vraiment éliminer les obstacles pour au moins la convaincre de prendre le poste qui est ouvert.
Voilà. Ben, nous arrivons là tout doucement à la fin et donc à notre dernier volet de la table ronde, parlant donc de perspectives d'avenir. Et je commençais bien par Barbara. Si vous deviez choisir une mesure prioritaire pour accélérer donc cette égalité femmes-hommes dans les 5 prochaines années, laquelle serait-ce? Alors c'est vraiment, je pense, caractéristique à nos activités, hein. Moi, c'est plus travailler sur l'accompagnement, sur l'évolution de carrière pour les femmes. Je pense qu'on ne le fait pas suffisamment et on l'a vu et ça a été dit plusieurs fois. Quelquefois, il faut aller les chercher, les femmes. Elles doutent, elles n'expriment pas forcément leur volonté, elles doutent beaucoup. Alors voilà, j'entre dans un stéréotype de genre, hein, voilà, oui, ça c'est fait, mais il n'empêche que. Et je prends exemple sur mon cas également, on m'a donné confiance, on m'a montré que je pouvais. Et après, j'ai franchi les étapes. Et je pense que ça, c'est un des sujets sur lesquels il faut vraiment qu'on continue à travailler pour accompagner les femmes dans le temps, les faire monter en compétences, les faire prendre un peu plus confiance en elles et arriver à ce qu'elles atteignent des postes. Alors à tous les niveaux de l'entreprise, hein, c'est pas que pour les postes à responsabilité, mais c'est notamment pour les postes à responsabilité, c'est vraiment un sujet. Ok. Nathalie, pour vous, le game changer? Si je dois choisir un, c'est d'attribuer au cadre masculin un coach féminin. Je vois dans ma carrière souvent que les femmes, ils ont des coachs masculins, mais je ne vois jamais l'inverse. Donc, ça serait quelque chose Hélène, c'est un job pour toi. Voilà, très bien. Mais je pense vraiment qu'on pourrait tirer beaucoup de bénéfices si on ferait ça. Okay. Stéphanie, pour vous, donc que transmettriez-vous ou que souhaiteriez-vous transmettre à des jeunes femmes qui aspirent à des postes de leadership ou qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous l'avez fait? Je crois que déjà, c'est de le sentir au plus profond de soi qu'on veut être entrepreneur et prendre cette responsabilité-là. En tant que femme, tout est possible. C'est vraiment jamais une question que je me suis posée. Et pourtant, tant de fois dans des interviews, des journalistes me demandaient « Et vous en tant que femme ? Et vous en tant que femme ?» Et un jour, j'ai répondu spontanément, on m'a demandé ce qu'il fallait pour oser entreprendre, et j'ai dit il faut des couilles. Et je me suis dit, et je trouve que ça résume bien aussi voilà, je me suis dit parce que ça c'est voilà, dans l'idée, tout le monde peut en avoir, tout le monde en a, c'est pas l'attribut des hommes, et montrer juste de l'envie, la passion, et puis pas se poser les questions, est-ce que je vais y arriver parce que je suis une femme, voilà. Ok. Et Paul, vous imaginez comment cette entreprise véritablement égalitaire, en short, en 2 mots? Oui, en 2 mots, c'est difficile. Comme je la vois, je pense qu'il y aura consensus dans la salle, donc égalitaire et voilà justement tous les objectifs qu'on discute. Mais la question, c'est comment l'atteindre. Et là, je vois, je pense, 2 mots, si tu permets. Je pense qu'une entreprise qui ait le courage de croire en ses propres décisions, c'est pas évident. Et j'imagine une entreprise qui a bien compris qu'ensemble, on avance plus loin. Et je pense que ça se résume en 2 phrases, mais je pense qu'il y a beaucoup qui se cachent derrière. Parce qu'une fois, dire ce qu'on veut, c'est une chose, mais alors si les actions passent au concret, il faut avoir le courage. Si tu permets juste de citer un exemple, juste pour illustrer, effectivement, j'ai plusieurs exemples, mais je prends un parce que je vois également ma collègue dans la salle. On a vu une fois dans notre direction, il faut savoir, notre direction commençait chaque matin à 8h, chaque jour, c'est le début de journée. Voilà. Et ça, c'est vraiment, comme les 10 commandements de Moïse, c'est quelque chose qui n'a jamais été mis en question, quoi. Donc ma collègue venait un jour, j'ai un problème, mon plus aîné de mes enfants va maintenant à l'école. Mais on regarde, mais c'est quoi le problème? Alors je ne pourrais plus participer aux réunions de direction. Et effectivement, c'était sans discussion. Alors on a décollé, on fait 3 fois par semaine et on a décollé d'une demi-heure. C'était résolu en une phrase. Il faut justement mettre au concret, croire
au bon exemple qu'on fait. C'est les petits détails. Je pense que c'est moins les grands discours. Certes, c'est aussi important, mais c'est juste au quotidien les petits détails y croire. Ça, c'est l'un élément et l'entreprise de demain. Le deuxième élément, c'est effectivement qu'on n'a pas compris si ensemble on peut aller plus loin, alors l'entreprise veut défendre des acquis. Et si on défend des acquis, bon, on ne peut que perdre. Dans l'optimum, on garde un status quo. Mais effectivement, si on s'ouvre, si on avance ensemble, je pense qu'on ne peut que gagner. Et ça, c'est un message aux entreprises demain. Je pense que l'entreprise qui survivra, qui apporte plus loin, c'est celle qui aura bien compris ce message. OK. Donc, pour conclure sur ce point, et donc aussi notre discussion sur scène, Marie-Christine, si vous pouviez envoyer un message aux dirigeants qui hésitent encore à agir, que le diriez-vous? Que la question n'est plus comment aider les femmes à franchir des obstacles, mais pourquoi ces obstacles existent toujours. Et qui a le pouvoir de les retirer? Donc c'est les dirigeants et les dirigeantes. Bien sûr, ça ne suffit pas. Mais l'engagement du dirigeant ou de la dirigeante, c'est vraiment la condition sine qua non. C'est la condition, s'il n'y a pas ça, vous pouvez faire vos programmes mixité dans tous les sens et de l'argent jeté par les fenêtres. Ça va durer 3 mois ou 6 mois, mais ça ne durera pas. Donc c'est l'exemplarité, parce que l'exemplarité, d'un dirigeant, d'une dirigeante, c'est ce qui va donner l'autorisation, notamment aux hommes, d'y aller aussi, mais pas que aux hommes, mais l'engagement des dirigeants et des dirigeantes, j'y vois vraiment beaucoup cette question d'autorisation. Et donc assumer sa responsabilité de direction, c'est lever les freins, plutôt que coacher les personnes qui les subissent. Je reviens toujours un peu à la même chose, mais j'y tiens vraiment. Et voilà, et c'est mettre en place des rituels. Là aussi, j'y crois beaucoup. C'est être extrêmement pratico-pratique, c'est engager l'organisation dans la mise en place de rituels, de prise de parole, de promotion, d'évaluation de performance, etc. Et ça se fait assez vite et très très bien. Et puis j'ajouterais peut-être 2 accélérateurs qui sont souvent décisifs, le mentorat, le sponsorat. Alors peut-être inversé, j'aime beaucoup votre idée aussi d'une femme d'un homme par une femme, mais ça c'est vraiment le mentor, c'est le Sherpa, surtout quand on arrive au sommet, quand il reste plus que l'avant-dernière et la dernière marche à subir, on a besoin de quelqu'un avec une lampe qui nous amène dans ce territoire un peu sombre qui est un territoire essentiellement masculin. On a besoin de lumière pour voir où sont les pièges, quelle est la langue qui est parlée dans ce territoire, etc. Donc j'y crois beaucoup. J'ai pas toujours cru au mentorat, mais plus ça va, plus j'y crois, surtout au sommet. Et enfin, faire évoluer l'image du pouvoir pour le rendre plus attractif. Aujourd'hui, alors l'image du pouvoir évolue. On parlait tout à l'heure de soft skills et hard skills. On va appeler ça autrement, compétences relationnelles ou compétences techniques. Et il se trouve que, alors je sens une tendance. Moi, je suis plutôt optimiste. Le backlash à la Trump, je le vois pas venir en Europe. Je vois qu'il y a des objections. Alors il faut être capable de répondre aux objections. Il y a un certain nombre d'objections, elles sont toujours les mêmes, répondons-y, il n'y a pas de problème, on sait répondre, n'empêche que la tendance, elle ne bouge pas. Et la tendance que je vois aussi dans le leadership, c'est effectivement un équilibre entre compétences relationnelles et compétences techniques, mais encourager cet équilibre-là pour rendre le pouvoir plus attractif pour les femmes. OK, merci beaucoup. Terminons donc ce talk avec une réflexion finale que je propose. Donc, l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas seulement un enjeu social, c'est un levier de performance, de productivité, d'innovation et de justice. Je crois que nous avons entendu souvent cet après-midi, ce soir. Je vois que l'engagement est présent. Nous avons reçu des visions, des idées, des positions courant de toute la journée, des perspectives donc particulièrement fortes. Donc, je vous remercie chaleureusement tous ici au podium et évidemment aussi le public et continuons donc à avancer ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, donc, avant d'arriver